Bonjour Karim. Bonjour Olivier. Alors, c'est un plaisir de faire cet échange avec toi aujourd'hui. C'est le premier de l'année, donc je te souhaite une super année 2021. Merci. Euh, alors, quand on lit ta bio, ça dit, après avoir plaqué sa vie de cadre bankable, il vit aujourd'hui de sa passion, c'est du rire. Donc, c'est vrai que tu as un parcours qui est assez original puisque tu as fait Centrale Supélec. Aujourd'hui, tu es humoriste et tu rejoins la liste des Caroline Vigneault, qui était avocate, de François-Xavier de Maison aussi, qui a bossé dans la finance avant de tout plaquer. Euh, Mm. Ta spécificité, c'est que dans tes sketchs, tu parles beaucoup des millennials. Alors, tu vas nous expliquer pourquoi. Tu parles aussi pas mal des startups, des sketchs assez sympas sur comment élever son enfant en mode startup qui pourra donner certaines idées aux parents. Et puis surtout, plus spécifiquement pendant le Covid, tu fais partie de ces humoristes qui ont plutôt bien profité de la période puisque tu as eu énormément d'expositions avec un certain nombre de sketchs. Alors la première question que j'ai envie de te poser, Karim, c'est pourquoi tu as tout plaqué? C'est marrant parce que je comprends pas cette question. J'ai dû écrire moi, parce que en réalité, c'est moi qui écris les pitchs de mes spectacles, hein. Je fais croire que j'ai un service de com, mais c'est pas vrai. Et donc, j'ai dû écrire un jour, ouais, le cadre bankable qui a tout plaqué. Mais un ingénieur qui plaque tout, c'est un mec qui réfléchit pendant 3 ans, qui pèse le pour et le contre de tout, et ça n'a rien d'un truc fou. Comme ce qu'a pu vivre François-Xavier de Maison en voyant les tours s'effondrer sous ses yeux, ou certains qui changent de vie et qui disent non mais on vit qu'une fois, je lâche tout. Donc tout plaquer, c'est une jolie formule qui vend du rêve. Mais bon, c'est vrai que j'ai changé de métier, j'ai changé du tout au tout. C'est vrai que c'est un vrai virage on dit pas à 360 degrés, ça veut dire qu'on a rien changé du tout, mais à 180 degrés. Non, 180 degrés, ça veut dire qu'on revient en arrière. J'ai mal tourné. J'ai changé. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné, enfin, en fait, j'étais ingénieur donc à Sophie Antipolis après un parcours assez classique, tu l'as rappelé, assez élitiste, et je m'amusais plutôt bien dans le boulot que je faisais, mais en parallèle, en fait, je suis tombé par hasard sur un cours de théâtre qui est un cours d'impro où on avait la liberté de venir avec des sketchs écrits et puis de les jouer devant les élèves, en fait. Et pour moi, c'était vraiment un truc que je faisais en mode kermesse, c'est-à-dire que la finalité de ça, c'était de jouer ça à la fin de l'année devant les élèves et leurs conjoints, quoi. Et très vite, en fait, j'ai été pris au jeu, et ça s'est vite transformé en passion parce que j'avais qu'une hâte, c'était de revenir au cours d'après et retester des nouveaux sketchs, me planter, apprécier, enfin, ou réussir. Mais en tout cas, ce que j'appréciais, c'était le- autant le fait de me planter que de réussir, quoi. Et je pense que c'est la définition de la passion pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Aimer l'échec et le succès dans ce qu'on fait. Et peut-être que dans mon job d'avant, j'aspirais à une sorte de forme de succès. Peut-être je voulais réussir, mais au fond, je savais pas ce que ça voulait dire. Je sais pas plus aujourd'hui, mais je sais qu'en tout cas, c'est fait de réussite et d'échecs. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est si tu regardes sur Insta notamment, et sur YouTube, et voilà, il y a de plus en plus d'humoristes, il y a de plus en plus d'humoristes qui essayent de se lancer. Il y en a certains qui ont effectivement leurs heures de gloire, il y en a d'autres en fait où c'est beaucoup plus compliqué. Toi, est-ce que c'est facile d'être humoriste aujourd'hui et comment est-ce que tu gères un petit peu ta notoriété par rapport justement aux réseaux sociaux? C'est pas simple de répondre de mon côté parce que je suis plus tout neuf dans la profession, hein. Mine de rien, ça va faire 10 ans, 9 ans, un peu plus de 9 ans que j'ai lâché mon boulot d'ingénieur pour devenir humoriste. Donc ça fait 9 ans que je suis humoriste à temps plein quand même, hein. Donc peut-être que j'ai l'impression de sortir de nulle part comme ça et que les gens me découvrent encore, et c'est normal. C'est juste la vie d'un humoriste lambda, on va dire, avant d'exploser aux yeux du grand public ou pas. Mais c'est difficile de te dire, c'est dur de se lancer aujourd'hui parce que je me lance pas en fait. Alors après, oui, j'ai essayé de rejoindre le train des réseaux sociaux, etc. Et sachant que je m'aventurerai jamais sur des TikTok ou autres, je me mets timidement sur Insta, sur IGTV ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que LinkedIn, il y a 2, 3 ans, 2 ans, ça a été un peu le gros changement pour moi. Donc, oui, c'est difficile pour un humoriste aujourd'hui d'exister, encore plus en ce moment, parce que les scènes ouvertes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, se lancer sur Internet, c'est très hasardeux. Et maintenant, on voit différents profils, différents parcours. Pour moi, un humoriste, c'est avant tout quelqu'un qui fait de la scène. Enfin, pour moi, c'est la base
Après, les gens qui font des vidéos et qui, parce qu'ils ont un succès sur les réseaux sociaux, parce qu'ils font un buzz, souvent c'est basé sur pas grand-chose, Mmh, parfois même sur une polémique, et mmh, qui ont un certain nombre de followers et qui disent maintenant je vais aller faire de la scène. Alors, il y en a qui sont très bons parce qu'ils ont un vrai propos et qui du coup bah, sont bons sur scène. Je pense notamment à Et tout le monde s'en fout ah, j'ai oublié son nom, celui qui parle toujours avec une bouteille de vin là, et qui, bref, qui a une vision assez cynique de la société, de l'actu. Et eux, quand ils montent sur scène, il y a l'intention de parler, il y a l'intention d'avoir un propos, quoi. Il y en a d'autres, on sent que c'est du buzz pour du buzz et puis ils se voient ensuite star de la scène parce qu'ils s'ennuient en fait dans leur chambre. Et ça peut pas marcher. Donc j'aurais tendance à dire, pour commencer, oui, il faut déjà que les théâtres rouvrent et bouffer de la scène et se ramasser un certain temps avant de commencer à comprendre ce métier que je ne comprends pas complètement aujourd'hui, mais que j'espère apprivoiser. Métier d'humoriste, c'est dur et c'est pas dépendant de ce qu'on appelle la concurrence. D'ailleurs, je ne comprends pas ce terme. Aujourd'hui, c'est plus de l'émulation. Vraiment, sincèrement, c'est pas juste pour dire on est tous amis, etc. Il y a une émulation qui est née de justement cette profusion d'humoristes aujourd'hui grâce à Internet. Parce que le niveau, je trouve, enfin, de plus en plus haut. Le niveau d'exigence est haut parce que le public devient exigeant, parce qu'il consomme de plus en plus de stand-up. Alors, ils zappent, certes, mais ils voient de plus en plus de styles et mine de rien, attiré par tel ou tel thème, il va de mieux en mieux entrevoir les blagues. Donc, les gens sont un peu des humoristes aujourd'hui. En tout cas, ils ont une sacrée culture pour certains du stand-up et il faut les surprendre, en fait. Donc, c'est un bon challenge et je trouve que moi, ça me pousse dans mes retranchements à essayer de chercher des trucs, des angles, des vannes, des personnages que les gens n'ont pas imaginés. Parce que faire rire, c'est surprendre avant tout. Et après, je trouve que le fait qu'il y ait autant de monde sur Internet aujourd'hui n'est pas un frein, au contraire, parce que certes, on est beaucoup plus qu'à l'époque des 10 cadors de l'humour qui cartonnaient à l'époque et qui cartonnent toujours, hein, à l'époque de Muriel Robin, Gad Elmaleh, etc., les années où il y avait une télé, en fait, et où les humoristes qui étaient connus du grand public, c'était les humoristes qu'imposait la télé, et qui sont tous de grands artistes au demeurant. Mais aujourd'hui, l'espace est infini, en fait, l'espace d'expression est infini, donc on trouve tous notre niche, et aujourd'hui, on existe un peu auprès d'un public niche. J'en suis un peu l'illustration à être un des premiers humoristes à sévir sur LinkedIn. On est sur de la grosse niche là quand même, mais niche quand même. Je suis l'humoriste le plus cool de la Terre. Alors toi, justement, dans ta ligne éditoriale, si on peut parler comme ça, tu as 2 sujets que tu aimes bien, c'est les millennials et les startups. Heu, Pourquoi avoir choisi ces 2 sujets? Alors, j'ai pas choisi ces deux sujets. Je pense que les startups et on va dire plus généralement le bullshit world, le bullshit en général, c'est un corollaire de ce qu'on appelle la génération Y. Comment je suis arrivé à la génération Y? Bah, déjà, j'en fais partie, de justesse, mais j'en fais partie. Selon, en tout cas, certaines définitions, ben, la génération Y, c'est les gens nés entre 1980 et 2000. Mmh, Il y a une espèce de découpage comme ça qui est fait selon Wikipédia, tel ou tel sociologue, etc. Et donc, selon ce découpage-là, en tout cas, 80-2000, c'est Y, et je suis né en 81, donc j'en suis. Et non, mais indépendamment de ce découpage complètement débile et arbitraire, c'est un état d'esprit dans lequel je me reconnais pas mal. La génération Y, c'est la génération qui est en quête de sens au travail, c'est la génération qui est ben, enfant des baby boomers et en partie de la génération X, donc on va dire de parents plutôt carriéristes qui ont une vision assez fermée du travail, assez fidèle, on va dire, à l'entreprise ou à l'employeur. Et les Y, un peu par rébellion, et puis aussi du fait du contexte, vont venir un peu s'émanciper de ces modèles-là et questionner un peu tous les codes, tous les carcans, en fait, en général, y compris ceux des parcours tout construits, un peu élitistes aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est un discours un peu élitiste, hein, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais
en tout cas chez les cadres, ben, de plus en plus, on voit des reconversions professionnelles. J'en suis l'illustration, mais aujourd'hui, c'est devenu presque banal. Mm. Le, la rupture conventionnelle aidant aussi, et Pôle emploi aidant. Mais du coup, il y avait un truc à raconter là-dessus parce que c'est un phénomène qui est marrant en France. C'est-à-dire quand tu vois un type qui fait de la fusion-acquisition et puis qui se retrouve à élever des chèvres dans le Larzac, bah, le contraste est drôle et donc c'est parti de petits constats comme ça et puis en fait ça a soulevé des choses plus profondes. Moi, à la base, dans mon premier spectacle, je parlais de métissage. C'était un sujet, bah, le spectacle a eu un succès d'estime parce que j'ai réussi à faire des sketchs marrants, mais au fond, c'était un faux thème pour moi. Et assez vite, la reconversion et puis ces histoires de quête de sens au travail a pris le dessus. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette notion que j'ai découverte d'ailleurs au fil de l'eau en lisant des trucs, à savoir la génération Y. Et c'était un peu le dénominateur commun entre ce que j'étais, ce monde dans lequel je me retrouvais, parce qu'après avoir joué mon spectacle, le premier Melting Pot à Paris, je suis revenu à Lyon un peu pour me poser. Et puis j'ai commencé à travailler différemment, à aller travailler dans des espaces de coworking, etc. Et j'ai découvert toute une population d'indépendants, de gens qui justement ne juraient que par la confiance en soi et l'envie de s'accomplir, en fait. Et c'est exactement ça, Y. Et donc, dans cette population-là, on a des entrepreneurs, et parmi les entrepreneurs, il y a des start-upers. Donc, j'ai D'accord. commencé à faire des vidéos avec des entrepreneurs, et puis petit à petit, je me suis retrouvé à deux, trois, comment on appelle ça, des pitchs, Ouais. pas des pitch decks, mais des soirées où des start-upers défilent comme ça et pitchent leurs projets avec le énième inventeur de la plateforme qui connecte telle population à telle autre. Enfin bref, comme tu dois en voir défiler pas mal, et comme D'accord. les business angels en voient défiler pas mal. Et ça, bah forcément, ça donne lieu à un jargon qui fait écho au jargon dans lequel je baignais et que j'ai utilisé pendant longtemps dans le milieu de l'IT, parce que c'est dans ça que je travaillais avant, et beaucoup de franglais et tout ça. Et ça a soulevé des questions en moi de justement pourquoi se cacher derrière autant de termes techniques. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas toujours, mais souvent pour pas dire grand-chose, ou en tout cas pour se protéger contre une espèce de vide qu'on a du mal à saisir pour décrire nos métiers et savoir vraiment ce qu'on fait et ce qu'on apporte à la société à travers nos jobs. D'accord. J'ai Et, répondu à la question. et ouais, Tu fais des non, phrases longues, hein. J'ai dû non, mettre deux virgules et sinon il n'y a pas de... Voilà. moi, je suis de la génération juste avant, je suis de la génération X, la génération des inconnus, à l'époque où Ah, quand c'est tu comme faisais ça que un vous truc dites. en fait, le soir en prime time, tout le monde en parlait le lendemain matin. Ah, Euh, les générations des inconnus. Ah, les inconnus, les humoristes, tu veux dire? les humoristes, ouais, Ah, exactement. d'accord, parce que je pensais à l'inconnu X. D'accord. Ah, c'est une jolie Alors, définition d'ailleurs. Génération... Inconnu que j'ai connu d'ailleurs en tant que que vieux tu as Y. connu. J'étais fan des inconnus. Ça, Ouais. ça a bercé mon enfance, par contre, pas mon adolescence, Olivier. Et je voulais juste, en fait, pour terminer, revenir un petit peu sur ce contexte un peu particulier, tu l'as dit, parce que en tant qu'humoriste, ton métier, c'est la scène, et tu es privé de scène, en fait, aujourd'hui. Donc, tu as, plutôt bien, bah, je ne sais pas si on dit surfer sur la vague, ou ça s'est plutôt bien passé, parce que tu as eu un sketch avec le Covidisme qui a eu beaucoup de Ouais. résonance. Mais comment tu vis cette période actuelle? Et puis après, si tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour la suite. Bah, je m'estime heureux parce que déjà, bah, comme je te disais, je débute pas. Donc, j'ai quand Ouais, même de l'expérience, un acquis, un réseau qui font que ben, ça tourne. J'ai des dates, un agenda. Donc, même si bah, cet agenda est toujours euh, annulé, reporté, j'ai quand même de l'espoir. Et ça, c'est quand même pas mal d'avoir de l'espoir que ça reprenne parce qu'il y en a qui sont pas dans la bonne situation et qui, quand bien même ça reprendrait, ben, ne reprendrait pas vraiment, en fait, ou aurait tout à construire. Donc voilà, moi j'ai ça, j'ai l'expérience, j'ai eu le temps de me planter, de réussir certains trucs. Et puis j'ai cette chance d'avoir un public sur les réseaux sociaux qui me suivent, notamment sur LinkedIn, qui me permet bah, en effet, de faire des vues. Bon, ça, c'est pas une finalité en soi, mais accessoirement être contacté aussi pour des formats numériques parce que les événements se digitalisent et donc bah, j'ai réussi ouais, à, à prendre le pli aussi et pas faire du stand-up en live. Pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez de me contacter pour me dire viens faire des blagues sur Zoom, c'est pas possible. Par contre, justement, du fait de mon expérience, bah, j'ai pas mal de choses à raconter et pas mal de.
je peux croiser mon point de vue avec ceux des entreprises et donc ça donne lieu à des discussions et des interviews assez sympas, assez légères, mais sérieuses en même temps et donc, bah, mine de rien, ça me permet de bosser. Voilà, pour, ceux qui se demandent ce que je peux faire en ce moment. Mais la scène me manque énormément, tout ça n'a pas vraiment de sens honnêtement comparé à la scène. Après si, c'est sympa, c'est un bon moment. En fait, moi, c'est des occasions, ces lives que je fais avec les entreprises ou autres, ou cette interview que tu vois qu'on a, c'est l'occasion de prendre du recul par rapport à mon parcours, par rapport à ce que je fais, ma manière de faire et puis, secouer un peu le sac et me dire: «Bah tiens, finalement, tu as appris bien plus que juste faire des blagues». Bien sûr. Donc c'est chouette. Après pour ce qui est des buzz, ouais, comme le covidisme ou, la vidéo sur la pénurie de masques qui ont un peu, dépassé le petit cercle de mes fans, on va dire abonnés. Ouais, c'est cool. Après j'ai pas cherché et honnêtement, j'aurais préféré ne jamais avoir à parler de ces thèmes-là. Malheureusement, on essaye d'être en phase avec le public. Moi, je suis pas du genre à surfer sur de l'actu chaude, mais plus sur des gros pans de l'actualité, quand je traite d'actualité, mais sinon c'est plus soit de les tendances sociétales, soit, voilà, des gros pans, des manières, on va dire, assez partagées, largement partagées, de vivre cette pandémie, et c'est un peu le travail d'un humoriste que d'essayer de sentir, les tendances et comment les gens perçoivent les choses. Donc voilà, le covidisme, voir finalement cette pandémie comme une religion, c'était finalement assez juste. C'est un angle qui, religieux ou pas, ben, les gens, ça leur parle parce que la religion est mine de rien omniprésente. Enfin, je veux dire, il y a des saints à un endroit sur deux. On voit des églises, on entend parler de religion, de laïcité partout. Et donc les codes et les rites sont bien implantés. J'étais très surpris d'ailleurs que les gens trouvent ça très original comme angle. Moi, j'ai mis du temps, j'ai dû mettre 6 mois à sortir cette vidéo parce que je me disais, ah, c'est bateau. La religion, tout le monde voit ça comme une religion, et en fait, non. Et donc après, une fois que tu as l'angle, tu déroules et ça marche, ça fait rire. Mais c'était pas opportuniste du tout. D'ailleurs, un buzz ne peut pas être opportuniste. J'ose pas croire ça. J'en ai pas fait beaucoup des buzz, mais les quelques vidéos qui ont plus marché que les autres, même si les vidéos marchent en général plutôt bien, bah, les vidéos qui ont mieux marché que les autres, c'était peut-être celles que auxquelles j'ai le moins réfléchi et pour lesquelles je me suis jamais dit, tiens, si tu écris ça, ça va faire mouche, ça va plaire à un tel. Ouais, non, c'est de la sincérité à l'état pur et voilà, c'est comme ça que ça sort et tant mieux. Donc voilà, je m'estime heureux, j'espère que ça va reprendre. Je suis de tout cœur avec ceux pour qui c'est plus dur. Moi, je m'en sors plutôt bien, ça va pas être simple, c'est pas simple. Mais ça va, j'ai de quoi m'occuper et en effet, comme tu disais, comme tu me questionnais, j'ai pas mal d'autres projets. Ouais. J'essaye aussi de grandir un peu, toujours bien sûr m'améliorer dans ce que je fais dans les vidéos, mais aussi, développer de nouvelles façons d'écrire, peut-être à des fins, enfin, à destination d'autres supports, peut-être aller un peu plus vers de la fiction. Pourquoi pas écrire pour, ouais, de la série, web série, pourquoi pas cinéma? J'ai un projet de bouquin, enfin des projets de bouquins aussi, mais je peux pas vous en dire plus là pour le coup, mais j'espère que ça verra le jour. Enfin, j'en dis pas plus parce que je sais pas si je vais y arriver. Mais ça me motive beaucoup, donc je consacre pas mal de temps à ça en ce moment. Mais honnêtement, voilà, je m'estime heureux parce que j'ai le luxe de pouvoir encore voir la période comme l'occasion d'expérimenter des choses et c'est plutôt bien. Mais vraiment, de tout cœur avec ceux pour qui la période est plus compliquée, parce que je sais qu'il y en a. Eh ben, je te remercie beaucoup, Karim. Olivier. C'était un super plaisir en fait d'échanger avec toi. Et puis, bah, bonne chance pour la suite et bonne chance en fait pour tous les projets que tu as sur la table. Merci et bonne chance à tout le monde. Salut. Merci, salut.